Je sais pas si vous saviez, mais le 3 mars 2024, un sous-marin nucléaire est passé en Martinique. On va essayer de comprendre comment ça fonctionne et ainsi que quelle est la place du nucléaire dans l'armée. Commençons d'abord par un petit point d'histoire. En 1896, Henri Becquerel, scientifique français, découvre le rayonnement de l'uranium. Au début des années 1900, Marie Curie découvre quant à elle un autre corps ayant les mêmes propriétés d'émettre ce fameux rayonnement. Il s'agit du radium. Elle en évalue approximativement la masse atomique et va inventer le mot radioactivité que l'on connaît aujourd'hui. Elle reçoit ainsi 2 prix Nobel en 1903 et en 1911. En 1903, justement, Ernest Rutherford identifie 3 types de rayonnement qu'il dénomme alpha, bêta et gamma. En 1932, James Chadwick établit l'existence du neutron. Le noyau de l'atome prend ainsi sa représentation actuelle. En 1934, Irène et Frédéric Joliot-Curie mettent en évidence la radioactivité artificielle, c'est-à-dire qu'elle n'est plus naturelle mais qu'elle peut être causée par l'homme. En 1938, Otto Hahn découvre la fission nucléaire et la quantité d'énergie colossale que cela peut produire. Enfin, en 1939, l'année suivante, le français Frédéric Joliot-Curie découvre, suite à la fission, l'éjection de neutrons qui à leur tour peuvent percuter les atomes et entraînant ainsi une réaction en chaîne. Penchons maintenant sur le passé de l'arme nucléaire. En 1940, durant la Seconde Guerre mondiale, le nucléaire est à l'ordre du jour. Après la lettre d'Einstein, grand scientifique, au président américain Roosevelt sur les dangers que représente cette arme nucléaire, celui-ci décide de lancer son pays dans une véritable course à l'armement. Profitant ainsi de l'arrivée en masse de scientifiques fuyant la guerre, il les recrute afin de former la bombe A, la bombe atomique. 2 bombes au plutonium et à l'uranium sont créées après de laborieuses années de travail. Après un essai-succès dans le désert au Nouveau-Mexique en 1940, c'est dans les déserts du Nouveau-Mexique qu'eut lieu de nuit la première expérience. À près de 10 km, voilà ce qu'a enregistré la caméra. Une fumée lumineuse qui s'élève à 13 km de hauteur. À la même distance, mais d'un autre angle, voici ce que découvrait une autre caméra. Vision dantesque et monstrueuse. Nous savons maintenant quels sont les vrais aspects d'une fin du monde. Les États-Unis larguent des bombes sur le dernier ennemi de la guerre, le Japon. Une à l'uranium est larguée sur Hiroshima et une au plutonium sur Nagasaki, faisant à elle seule 200 000 victimes. Après les 2 bombes larguées sur le Japon, la course à l'armement se déchaîne entre l'URSS et les États-Unis dans la guerre froide. L'objectif étant d'empêcher l'adversaire d'attaquer en détenant le plus grand stock de bombes nucléaires. En 1952, la première bombe à fusion qui reproduit la réaction qu'on trouve dans les étoiles en fusionnant le deutérium et le tritium va être créée, mais elle nécessite beaucoup de pression et une température à plusieurs millions de degrés Celsius. Pour cela, les scientifiques vont utiliser la bombe A, la bombe atomique, créée précédemment, pour déclencher la bombe H. Les résultats d'explosion de cette nouvelle bombe équivalent à 15 000 kilotonnes de TNT. Pour vous donner un petit ordre d'idée, la bombe d'Hiroshima équivalait à 15 kilotonnes de TNT. Donc on passe de 15 kilotonnes, qui font déjà 100 000 morts environ, à 15 000 kilotonnes. C'est une vraie arme de destruction absolument importante. Depuis cette bombe H, les bombes n'ont eu de cesse d'évoluer et leur puissance est de plus en plus accrue. Alors, cependant, le nucléaire n'est pas seulement utilisé comme force de frappe, il est aussi utilisé dans d'autres domaines militaires, avec notamment la propulsion sur les sous-marins nucléaires. Sous-marins nucléaires, bien sûr, vous l'aurez compris, ce n'est pas parce qu'ils transportent donc des missiles nucléaires, mais bien parce que leur propulsion même se fait grâce à cette énergie nucléaire.
Mais ça n'a pas toujours été le cas. En effet, ils ont d'abord été propulsés à la vapeur, puis ont été rapidement remplacés par l'électricité et le diesel jusque dans les années 50. À ce moment-là, le nucléaire commence à remplacer les moyens de propulsion devenus obsolètes et apporte un renouveau à ces outils militaires technologiques de pointe des différents États. En 1967, 12 ans après les Américains, la France met à l'eau son premier sous-marin nucléaire, le Redoutable. Durant la guerre froide, la production de sous-marins nucléaires connaît un essor, car ils ont bien sûr leur place dans la course aux armements. Cette course qui oppose le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, comme je l'ai dit précédemment. À cette époque, il y a déjà 90 sous-marins américains et 55 sous-marins russes opérationnels. Pour ce qui est des sous-marins nucléaires, nous allons avoir l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Reprenons depuis le début. Oh, je sais pas si vous saviez. Non, pas littéralement, je vous rassure. Toute la matière qui nous entoure est constituée de molécules. Par exemple, l'eau est constituée de molécules d'H2O. Ces molécules sont elles-mêmes constituées d'atomes. Pour la molécule d'eau, de 2 atomes d'hydrogène ainsi qu'un atome d'oxygène. Donc voici un schéma d'un atome. C'est un noyau auquel gravitent des électrons. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle nucléaire? Une réaction nucléaire est une transformation qui a lieu à l'intérieur de l'atome, ce qui a pour effet de libérer énormément d'énergie sous forme de chaleur. Il existe 3 types de réactions nucléaires: la fusion, la fission ou la radioactivité. Celle qui va nous intéresser, c'est la fission, parce que c'est la seule qu'il y a dans l'armée. Alors, comment fonctionne une fission nucléaire? Pour cela, il nous faut des atomes lourds, c'est-à-dire qui possèdent beaucoup de nucléons. Les nucléons, c'est les petites billes qui constituent le noyau des atomes. Il peut y avoir des atomes lourds comme l'uranium ou le plutonium, auxquels on va venir bombarder des neutrons. Ce qui, dans notre cas de l'uranium, va nous donner 2 nouveaux atomes, du barium et du krypton, ainsi que 3 autres neutrons, qui vont repartir sur d'autres atomes d'uranium, qui vont être bombardés sur d'autres atomes d'uranium, et ainsi de suite, qui va créer une réaction en chaîne libérant extrêmement d'énergie. Bonjour. Comme nous a introduit Foulk, depuis le début de la création des États, ces derniers ne cessent d'être en affrontement. En effet, des guerres permanentes éclatent entre les pays pour question de territoire, de culture, mais aussi de jalousie. Pourquoi aujourd'hui l'arme la plus dévastatrice du monde est le nucléaire? Seulement 5 nations contiennent cette arme radioactive: les États-Unis, l'Angleterre, la Chine, la Russie, mais aussi la France. L'Inde, la Corée du Nord et le Pakistan sont soupçonnés de l'avoir, et l'Israël n'a pas cette reconnaissance officielle. Dans notre nation, cette explosion de molécules est utilisée sous différentes formes. Bien évidemment du côté militaire, mais aussi pour le civil, notamment pour fournir de l'électricité. Cependant, au niveau des armées, 3 modes principaux sont utilisés. Tout d'abord, la propulsion nucléaire, où nous le voyons dans le char de Gaulle ou dans les sous-marins nucléaires. Ce mode de propulsion est beaucoup plus bénéfique que d'utiliser du pétrole. Par rapport à des bateaux classiques, le porte-avions Charles de Gaulle On check. 1, 2. 9, 2. Le porte-avions Charles de Gaulle a besoin d'une quantité d'énergie extrêmement importante pour pouvoir s'alimenter. Ainsi, le fuel serait trop rapidement consommé, contrairement à l'énergie nucléaire qui n'a besoin d'être renouvelée que tous les 10 ans. Ainsi, plus de place est gagnée et plus de puissance est rapportée. Donc même si ce mode est extrêmement dangereux et d'être manié d'une extrême précision, nous économisons de l'argent mais surtout de l'énergie. En effet, lorsque le nucléaire est consommé, il n'émet pas de gaz à effet de serre. C'est seulement son stockage qui devient compliqué une fois consommé. Par la suite, 2 types de bombes existent en France. D'abord sur les rafales marines, mais également ceux de l'armée de l'air et de l'espace, se trouvent des missiles nucléaires. Les rafales sont des avions de combat multirôles. En effet, ils sont à la fois bombardiers, attaquants, mais également défenseurs. C'est pourquoi l'arme nucléaire est une arme fatale pour pouvoir protéger la France et éliminer les ennemis. La masse externe que le Rafale peut emporter dépasse les 9 tonnes. Il contient 14 points d'attache à l'armée de l'air et 13 pour la marine. Bien évidemment, tous ces missiles et bombes qu'il embarque ne sont pas nucléaires, mais cette arme dévastatrice sert surtout à la dissuasion plutôt qu'à l'attaque. Enfin, sur les sous-marins français, je vais laisser la parole à bien plus spécialiste que moi, qui est monsieur.
Alors en France, on a 2 types de sous-marins, c'est sous-marins nucléaires d'attaque et sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Alors cette propulsion nucléaire, on en parle parce qu'en fait à bord il y a une chaufferie nucléaire. C'est ça ce qu'on pourrait appeler le moteur un peu du bateau. Nous on parle de chaufferie nucléaire. Alors comment ça marche la chaufferie nucléaire? En fait c'est un petit réacteur, comme les réacteurs électrogènes d'EDF. Il a des spécificités. Néanmoins, les grands principes de base sont les mêmes. Au cœur du réacteur, on a un cœur, vraiment, un cœur qui est fait en gros, on va dire, en uranium, c'est l'uranium très enrichi. Sa création en chaîne, non seulement elle produit des neutrons, mais elle produit aussi de l'énergie, donc de la chaleur. Et on fait tout ça dans une cuve qui est notre circuit primaire, dans une cuve qui est très fermée. Et donc on va produire des neutrons, et donc dans cette cuve fermée, pleine d'eau, et on va faire chauffer cette eau, c'est le circuit primaire, ça chauffe très très fort. Tout ça c'est très fermé, et donc en fait ce qu'on va faire, c'est que autour de cette cuve, on va mettre un deuxième circuit qui est collé au premier, mais qui est étanche par rapport au premier, qu'on appelle le circuit secondaire. Il y a de l'eau aussi dedans. Cette eau, du coup, au contact d'une paroi qui chauffe très fort, elle va chauffer très fort. Et à un endroit, on va créer un générateur de vapeur où on va faire exprès, du coup, créer de l'évaporation de l'eau sur ce deuxième circuit. Donc, un circuit primaire fermé. Grâce à la fission de l'uranium, on crée de la chaleur, on fait chauffer de l'eau très très fort. Sur le deuxième circuit qui est collé, on utilise du coup la première chaleur pour faire chauffer de l'eau dans le circuit secondaire. Le circuit secondaire, dedans, on fait évaporer l'eau, on crée de la vapeur. Et ensuite, la vapeur de ce circuit secondaire, on l'envoie à l'arrière dans des turbines pour faire plein de choses. En particulier, on a sur les sous-marins des turbines qui permettent soit de faire tourner directement la ligne d'arbre où il y a l'hélice, soit de faire tourner des générateurs, ça crée de l'électricité, et après on renvoie ça dans des moteurs électriques qui, eux, vont faire tourner la ligne d'arbre où il y a l'hélice. Voilà, donc on a plutôt un type sur un type de sous-marin, un autre type sur un autre type de sous-marin, et aujourd'hui avec le Suffren, les derniers sous-marins nucléaires d'attaque, on a même une propulsion hybride, parce que nous on a à la fois une grosse turbine de propulsion où la vapeur fait tourner la ligne d'arbre, mais on a aussi une capacité d'utiliser l'électricité pour alimenter 2 petits moteurs électriques. Alors, on parle de petits moteurs, ils font la taille d'une Clio, hein, mais ils vont eux continuer de faire tourner la ligne d'arbre en utilisant l'électricité, donc en faisant moins de bruit à des plus bas niveaux de puissance. Ça, c'est comme ça que fonctionne la chaufferie nucléaire. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'on a tout le temps, comment on fait pour ne pas avoir trop de neutrons qui se créent dans le réacteur. En fait, l'uranium, il est fissible et il peut générer des neutrons, mais en fait, dedans, on met des grosses barres qui absorbent tous les neutrons qui dépassent. Et donc, en permanence, en fait, il n'y a rien qui sort du réacteur, enfin, du cœur du réacteur. Et en fait, le jeu, ça va être simplement qu'on va tirer un peu les barres qui mangent les neutrons doucement en fonction de ce qu'on veut faire. Et plus on les tire, moins ils absorbent. Et moins ils absorbent, plus ça crée des neutrons, plus ça crée de la chaleur, etc. Donc, on pilote ça. Et s'il y en a un peu trop, on renfonce les barres et on va tout absorber. Quand le réacteur est à l'arrêt, les barres se retrouvent complètement au fond et il n'y a aucun neutron qui est fabriqué puisque le moindre petit neutron qui est fabriqué il est tout de suite absorbé par les barres. Voilà. Donc ça, c'est comme ça que fonctionne vraiment le réacteur. Alors maintenant, le réacteur, comment est-ce qu'on le prend en charge et comment est-ce qu'il est conditionné dans le sous-marin? Alors, à bord du sous-marin, en fait, le réacteur, il est tout le temps là. Et le cœur du réacteur qui est composé d'uranium, les éléments combustibles, ils sont chargés une première fois au tout début de la vie du bateau, et après, ils restent très longtemps. Très longtemps, il reste quasiment 10 ans, plus de 10 ans dans le sous-marin. Le sous-marin, c'est fait pour être conduit quasiment 30 à 40 ans. Donc en fait, ça veut dire que tous les 10 ans, on va changer une partie des éléments combustibles, une espèce de pile, on va dire, d'uranium. On va les changer pour en mettre des nouvelles à la place. Donc on change tout d'un coup, c'est une très très grosse manip qui nécessite des mois d'intervention sur le bateau. Donc ça se fait à la moitié de la vie du bateau ou à un tiers, à peu près, en fonction de ce qu'on veut faire. Tout le monde ne fait pas ça. Nous, c'est le choix qu'on a fait, les Français. Les Américains, typiquement, ont eux des cœurs qui sont tellement enrichis qu'en fait, ils durent toute la vie du bateau. Si le bateau dure 50 ans, le cœur dure 50 ans et c'est la pile qui s'use pendant 50 ans. Et à la fin, on jette le sous-marin parce que le cœur est terminé, quoi. Nous, les Français, on n'a pas choisi ça. On a choisi d'avoir des choses plus facilement, sur lesquelles on peut faire plus facilement des interventions. Et le fait de pouvoir changer ces éléments combustibles, ça permet aussi d'avoir des entrées, des moyens d'intervenir sur le cœur plus facilement. Et si on a un problème autre part sur le cœur, on n'est pas obligé de jeter le sous-marin. Parce que nous, on n'a que 6 des sous-marins nucléaires d'attaque et que 4 des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Le conditionnement dans le sous-marin, c'est ce qui est important de voir, c'est que la fission nucléaire, ça génère des produits radioactifs qui sont contenus
dans la gaine du combustible, dans le cœur. Donc ça sort jamais, sauf s'il y a un problème. Ensuite, il y a une cuve du circuit primaire qui est déjà en acier, qui fait qu'il n'y a rien qui peut sortir, et qu'on surveille ce qui se passe à l'intérieur. Donc on voit s'il y a un problème sur la gaine, on verra dans l'eau, mais au pire, ça restera dans l'eau, on ira intervenir dedans. C'est du primaire, c'est fermé. Et après, on peut laisser tout ça dans une enceinte de confinement qui est complètement fermée. Si l'homme doit intervenir à l'intérieur, il y a des sas, il y a plein de circuits pour vérifier, etc. Et donc en fait, ça veut dire qu'on travaille avec des barrières. On a une défense en profondeur faite sur plein de barrières. Et à l'intérieur de chaque barrière, il y a des capteurs différents. Et en permanence, on surveille que tout ça, c'est clair. Et ça s'appelle la sécurité nucléaire. On doit avoir des systèmes de barrières qui sont capables de se refermer à certains endroits, mais on doit aussi avoir des systèmes qui sont capables de surveiller d'autres endroits dans le bateau pour être en permanence sûr qu'il n'y a absolument rien qui sort s'il y a un problème. Voilà. Et ensuite, si jamais il y a un problème, on doit être capable d'intervenir. Donc il y a des moyens qui permettent de rajouter de l'eau, de refroidir en urgence. Il y a plein de systèmes de sécurité qui participent à la disponibilité de la chaufferie et qui participent à la disponibilité des moyens de sécurité de la chaufferie. Et ça, en fait, il y en a plein dans tout le bateau. Et ça s'appelle des éléments importants pour la sécurité, des EIS. Dernier point, les atouts de la chaufferie nucléaire. Alors pourquoi on a mis une chaufferie nucléaire sur nos sous-marins ? Eh ben, c'est très simple. La chaufferie nucléaire, elle permet d'avoir une autonomie quasi illimitée du sous-marin. Parce qu'avec une chaufferie nucléaire, on a donc de la propulsion de manière illimitée, on a de l'électricité de manière illimitée. On a également, comme on a de l'électricité de manière illimitée, il y a plein de moyens de fabriquer de l'eau douce avec de l'électricité, par des osmoseurs ou par des bouilleurs, etc., etc. Donc on fabrique avec l'eau de mer notre eau douce. Avec l'eau douce, on fabrique de l'eau déminéralisée, qu'on peut reminéraliser pour la consommation humaine, pour les douches, mais aussi pour fabriquer de l'eau dont on a besoin pour les différents circuits monohydriques, donc par exemple le primaire de la chaufferie, mais le secondaire de la chaufferie, la machine vapeur, etc., etc. Donc on est très autonome sur notre propulsion. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On a alimenté des usines particulières de gestion de l'atmosphère qui vont fabriquer notre oxygène, qui vont récupérer nos différents polluants, le dioxyde de carbone, aussi le monoxyde de carbone s'il y en a, et puis plein d'autres polluants, si on a une mini-fuite de fréon, je sais pas quoi, des frigos. Donc tout ça, ça nous permet d'avoir finalement de l'eau, de l'air, de l'électricité, qui font tourner donc les systèmes de propulsion, mais aussi évidemment tous les systèmes de combat, de navigation du bateau, et tout ce qu'il faut pour mettre la chaufferie nucléaire en œuvre en sécurité en permanence. Donc, en fait, le sous-marin à la mer, il est complètement autonome. Aujourd'hui, le sous-marin Le Terrible et 5 autres de sa lignée ont pris le relais. Ils sont 6 SNLE, comme le Redoutable, à traverser les océans dans une discrétion absolue. On va rapidement faire une petite visite d'une partie du bateau pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Je dis une partie parce que là il y a un pont qui est ici, mais il y a un deuxième pont en dessous et des auxiliaires encore en dessous. Donc la partie avant est assez grande, on va juste faire la partie supérieure. En passant rapidement, vous avez ici le carré des officiers. Là on va se glisser, ça commence à être plus étroit et plus petit. Dans la chambre à 5, qui est donc la chambre des 5 officiers du bord. On continue la partie transmission qui est là, et ensuite on rentre dans le centre un petit peu névralgique du bateau, puisque c'est de là que se mènent toutes les opérations. Il y a le central opération et le central qui est de l'autre côté. Voilà, donc en avançant, c'est divisé en 2 grandes parties. Une partie centrale dans laquelle on maintient le bateau sous l'eau, il y a tout ce qui est lié les barres, le barreur est tout devant, vous le voyez au fond. Et puis ici on a une vision synthétique de l'ensemble du bateau sur tout ce qui est production d'huile, production d'air, l'atmosphère. La navigation se suit ici avec des cartes de navigation à la fois électronique et papier. Et de l'autre côté, si on se retourne, il y a l'ensemble des sonars qui nous permettent de détecter un petit peu tout ce qu'on peut trouver sur l'eau et sous l'eau. Et on entend même les aéronefs quand ils nous passent au-dessus. Et ensuite, au fond, les différents équipements qui nous servent à élaborer la situation sur place et puis éventuellement à tirer les torpilles s'il y a besoin. Voilà, je vous remercie et j'espère que ce reportage vous comblera de connaissances. Merci, au revoir. Après avoir vu l'histoire du nucléaire dans l'armée, ainsi que comment fonctionne une réaction nucléaire et un sous-marin, et d'avoir vu quels engins sont aujourd'hui équipés de nucléaire, j'espère que vous aurez compris l'importance du nucléaire dans l'armée.